et bienvenue dans ce 8e épisode d'Androtech. Comme chaque semaine, nous débattrons de l'actualité Android, mais vous aurez aussi des produits Google, j'en dis pas plus pour le moment. Cette émission est animée par Frandroid en partenariat avec Tech.tv qui commencera à émettre en mode expérimental le 28 février prochain à 20h28. N'hésitez pas à réagir sur Twitter avec le hashtag Androtech. Je vous présente notre équipe et notre invité, mais avant ça, le sommaire. Cette semaine fera plaisir à ceux qui les attendent puisque nous n'avons pas une mais deux paires de Google Glass sur le plateau. Avant d'en parler un peu plus précisément, nous ferons un tour du côté de l'actualité, marqué par le lancement d'une nouvelle marque de smartphone en Europe, Kazam. Chez Google, quelques nouveautés aussi, avec notamment un accord d'envergure conclu avec Samsung. Le test de la semaine portera sur un smartphone qui sortira d'ici peu, le Sony Xperia Z1 Compact, c'est-à-dire la version mini du Xperia Z1 lancé à l'automne 2013. Le débat de la semaine portera bien sûr sur les Google Glass, avec notre invité de la semaine Alain Régnier, qui fait partie des quelques privilégiés au statut d'Explorer. Les Google Glass, à quoi ça sert? Nous essaierons de répondre ensemble à cette question. Comme d'habitude, nous finirons avec notre sélection d'applications de la semaine. Excellente émission à tous! Comme chaque semaine, j'ai autour de moi un plateau composé de passionnés et d'experts, à commencer par Laure. Oui, beaucoup plus en forme qu'au retour du CES. Notre invité cette semaine, c'est Alain Régnier, une personnalité du GDG parisien. Donc c'est un rassemblement de développeurs autour des technologies Google. Bonjour, merci de m'avoir invité. J'ai aussi Pierre-Olivier. Ma mère dit qu'elle te trouve très beau. Voilà, le message est passé. C'est gentil. En régie, pour nous envoyer des images, j'ai Édouard. Ouais, bonjour à tous, et cette semaine j'ai une petite nouveauté, c'est que j'abandonne mes lunettes et à la place j'ai des Google Glass. Je les ai depuis une semaine et en plus c'est raccord avec l'émission d'aujourd'hui, donc c'est cool. Effectivement, ça tombe très bien, mais avant de parler des Google Glass, on passe à la partie actualité. L'actualité de la semaine, c'est Kazam, une nouvelle marque qui se lance en France. C'est ça. Alors, c'est une marque, j'ai un des téléphones qui s'appelle le Q4.5, qui se lance, donc qui est européenne, derrière laquelle se cache une marque chinoise, avec des caractéristiques très entrée de gamme à moins de 200 €, il y en a même à 79 €. Il y a 7 téléphones, dont celui-ci, en 4,5 pouces, qui sera secondé par une version 4G qui va arriver au printemps. Et le 4G, il aura l'avantage d'être à moins de 200 €, donc 199 €. On est vraiment sur l'extrême entrée de gamme. Du très entrée de gamme, les caractéristiques sont un peu moyennes. Par contre, on aura vraiment un petit prix pour avoir de la 4G. Ce ne sera pas inintéressant pour les gens qui veulent acheter ça en grande distribution. Qu'est-ce qu'on a sur ces téléphones? Qu'est-ce qu'il faut y penser? Du maximum 480 par 854 pixels pour les écrans. Bon, c'est pas terrible. On a du double ou du quadruple cœur. A priori, Mediatek, on n'a pas tout à fait les références. On a maximum 1 Go de RAM sur celui-ci, sinon c'est du 512, donc ça promet des performances assez modestes. Donc ce sera plutôt pas mal pour des téléphones de dépannage ou vraiment du débutant. Bon, après, les technophiles, je pense qu'ils passeront leur chemin. Évidemment. C'est en face de Wiko finalement, non? Ouais, ça va être en face de Wiko, d'Alcatel One Touch aussi. Ce sera vendu sans opérateur, mais apparemment ils sont en discussion avec certains, donc peut-être qu'on les retrouvera chez Orange ou d'autres opérateurs un peu plus tard dans l'année. Là, ça sort au mois de février. En tout cas, entre le nom de la marque et le nom du modèle, Kazam et Q, je pense qu'il y a un potentiel de jeu de mots assez imbattable. C'est la jeu de mots avec cette marque-là. Tu nous rappelles les noms des smartphones qui vont sortir? Alors, c'est les Thunder pour la marque, la gamme un peu plus haut de gamme. Voilà, je me répète. Et Trooper pour la série un petit peu plus entrée de gamme, donc avec ceux à moins de 100 €. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. Pour s'y retrouver, ça va être un petit peu compliqué. L'actualité suivante, c'est Google. Et alors, Google et ses relations avec les constructeurs. Donc on a enfin un petit peu plus d'informations sur les contrats qui lient Google et ses constructeurs dans la promotion d'Android. Alors en fait, il y a une info qui est sortie récemment qui disait que en fait, les constructeurs payaient 75 cents de dollars US pour intégrer non pas Android qui, on le répète, est logiciel libre d'une part et gratuit d'autre part, mais bien les services Google, donc Google Play, Google Music, Google Maps, Gmail, etc., etc. Donc c'est 75 centimes par application. Oui, puis ça correspond probablement par terminal. Ça correspond probablement plus à des
entre guillemets, frais de dossier pour vérifier la compatibilité du terminal qu'à autre chose, qu'une façon d'encaisser de l'argent. Et puis alors, on a eu effectivement un démenti de Google, c'est ça? Ouais, Google a démenti quelques heures après que cette information soit sortie en disant que eux, ils ne demandaient aucun argent sur l'intégration des Google Apps. Quand Alors, on dit qu'est-ce qui eux, se passe, alors c'est Windows qui est en ligne de mire. Hein. Oui, parce qu'on sait que Windows, ça coûte à peu près 15 $ par téléphone, ou 15 €, je ne sais plus exactement. Mais en fait, pour que les téléphones puissent avoir accès au Google Play et donc à toutes les applications de Google, il faut qu'elle passe un certain nombre de tests. Et justement, en fait, on pourrait penser que les constructeurs de téléphones font en fait payer cette certification qui leur prend du temps pour justement que Google les accepte. Donc les tests en question, si ma mémoire est bonne, c'est le Android Compatibility Test, le ACT, donc c'est un programme qu'on fait tourner sur le terminal qui teste absolument tous les accès au hardware depuis le framework et d'une façon générale tout le framework et qui valide ou non la compatibilité totale Android. Donc du coup, le prix de 1 $, ou enfin 0,75 centimes, ce serait plutôt dû aux intermédiaires entre Google et les constructeurs finaux. Sachant qu'il y avait quand même une petite précision, c'est que en fait, les informations qu'avait The Guardian, parce que c'est eux qui ont sorti l'information, c'est que sur 100 000 produits, ça leur avait coûté 75 000 $. Mais en fait, on imagine qu'un Samsung ou d'autres grands constructeurs ne payent pas un prix aussi cher, par exemple. Oui, mais ça voilà, ça reste encore très très flou parce que Google a dit qu'eux, ils ne faisaient rien. Du coup, c'est un peu une sauce interne auquel on n'aura au final jamais la vérité. L'actualité suivante, c'est une collaboration entre Google et Samsung. Collaboration ou plus exactement cross-licensing. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que Samsung donne une licence à Google pour l'utilisation de ses brevets concernant la mobilité et vice-versa, Google et donc Motorola, et c'est ça qui est le plus intéressant, donne accès à Samsung à ses brevets. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces deux-là ne s'attaqueront jamais sur leurs brevets respectifs. Tout à fait. Sachant que c'est quand même depuis quelques années une véritable guerre des brevets qu'on a, surtout aux États-Unis d'ailleurs, mais aussi en Europe, entre les plus grands acteurs du secteur. Et Samsung fait partie des plus gros acteurs de cette guerre. Il se fait régulièrement... Et des plus belliqueux aussi, non? Des plus belliqueux. Il se fait régulièrement condamner, il embête les autres. Là, il va s'allier à un géant du marché. On sait qu'il va pouvoir être vraiment de taille à contrer, notamment... Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, c'est de se dire qu'en fait, il y a Apple en ligne de mire. Voilà, il va pouvoir le contrer facilement. Donc plus facilement. Ce traité, on va dire ça, est quand même plutôt défensif qu'agressif, non? Ouais, je sais pas. Hein. C'est une bonne question. Encore une fois, je pense que ça va être pour se défendre ou pour attaquer l'autre gros. Ça ressemble à un sacré porte-avions dans la mer d'Apple. Hein. Voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir deux sociétés s'allier alors qu'elles ont quand même chacune un espèce d'ego. Ouais, puis c'est vrai que c'est deux boîtes, deux entreprises dont on n'imaginait pas qu'elles puissent avoir des liens aussi développés. En fait, on a tendance dans l'imaginaire du monde de l'actu high-tech à les imaginer plutôt en entente cordiale assez froide, puisqu'on a Samsung qui essaye de pousser ses propres solutions plus ou moins en face des services Google. Google qui apprécie pas trop de l'autre côté certains partis pris de Samsung, notamment vis-à-vis de l'utilisation de la carte SD ou des boutons physiques sur Android. La customisation d'Android en général. Je sais pas si la custom ça les gêne vraiment. Je pense que il y a vraiment des points clés qui les énervent. C'est les boutons physiques et l'utilisation de la carte SD. Ça les Google aime pas trop. Donc, du moins, c'est l'image qu'on en avait. Là, on s'aperçoit que c'est deux boîtes qui se mettent d'accord et sur un truc plutôt costaud et sur une longue durée, puisqu'il s'agit d'un accord pour les 10 prochaines années. Mais c'est un accord financier, donc ils sont peut-être amis juste pour de l'argent. Hein. N'empêche que 10 ans dans le monde de la high-tech, c'est très long. Ouais, c'est super long. Ouais. C'était l'actualité de la semaine, un petit peu pauvre, puisqu'on a le MWC d'ici 3 semaines. On passe maintenant à la partie débat. Je pense que vous l'aurez deviné au look de certains. Aujourd'hui, on va parler Google Glasses.
Effectivement, Baptiste, la semaine dernière, on a parlé de maisons connectées ou de prêt-à-porter connecté. On voulait savoir laquelle des deux va être le prochain relais de croissance dans l'industrie high-tech. Aujourd'hui, on reste un petit peu sur le sujet, plus précisément sur le sujet du prêt-à-porter connecté, puisqu'on va s'intéresser aux lunettes intelligentes. Du coup, la première question qu'on se pose avec les smart glass, c'est les glaces, ok, mais pour quel usage? Et aujourd'hui, on a donc deux Google Glass Explorer, on a Alain et on a Edouard. Vous êtes tous les deux différents, a priori, et on aimerait savoir, vous, quel usage vous avez de ces lunettes. On va commencer par Alain, parce que toi, tu les as depuis beaucoup plus longtemps. Depuis un certain temps déjà, effectivement, depuis début mai. T'en as deux paires, j'ai voulu dire. En plus, j'en ai deux paires maintenant, effectivement. Alors, Chanceux. tout le monde doit te le poser, tu t'en sers, pourquoi? Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la version actuelle des glaces, c'est un prototype. Les glaces ne sont pas disponibles pour le public aujourd'hui. C'est à la base un prototype pour les développeurs. Donc, effectivement, je les ai depuis le mois de mai, j'ai fait de nombreuses choses avec. Outre les fonctionnalités de base que sont la photo, prendre des vidéos et faire des recherches sur Internet, on commence à pouvoir faire des choses assez intéressantes, mais surtout parce qu'on peut développer différemment. Et donc, de nouvelles applications sont en train d'apparaître à droite et à gauche, pas toujours facile à installer sur les glaces. J'imagine que tu fais allusion au GDK. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre les Mirror API et le GDK? Oui, alors pour programmer pour les Google Glass, il y a deux méthodes. La première, qui se passe côté serveur, en fait les lunettes communiquent avec notre serveur via les serveurs de Google, c'est ce qu'on appelle la Mirror API. C'est assez limité comme utilisation. Ça, c'est le Google Developer. Non, justement, ça c'est les API. Ça c'est la Mirror API. C'est la Mirror API. Mais c'est ce qu'on avait depuis le début. Et depuis maintenant le mois de novembre, on a accès à une preview de ce qu'on appellera le GDK, le Glass Development Kit, qui n'existe pas aujourd'hui, il faut bien le comprendre. Mais cette pré-preview permet quand même de faire un certain nombre de choses. Et surtout, la manière avec laquelle ça fonctionne, c'est qu'en fait, on programme comme on le ferait pour n'importe quel mobile Android, et on place notre application directement sur les glaces. Alors, on a bien compris qu'il s'agissait de prototypes, mais on a déjà des usages qui se profilent et des applications qui sont, on va dire, concrètes aujourd'hui, non? Oui, tout à fait. Alors, on peut aujourd'hui accéder de manière globale à une cinquantaine d'applications via le site MyGlass de Google, parmi lesquelles on trouve des applications comme Evernote, comme Twitter pour recevoir des tweets, mais également des applications plus liées à l'actualité, comme celle de New York Times ou de CNN. Celle de New York Times permet de recevoir une notification dès qu'il se passe quelque chose, et ensuite de voir la photo et d'écouter le texte du message, ou le lire d'ailleurs, de la notification. Et pour ce qui est de CNN, c'est encore mieux, puisque là, on reçoit une notification pour nous dire qu'il vient de se passer quelque chose, et on peut streamer la vidéo de l'événement directement sur les glaces. Plutôt sympa. Et... Bon, je pense qu'on peut demander à Edouard. Edouard, toi, ça fait maintenant une semaine, 10 jours que tu les as, donc j'imagine que tu n'as pas forcément développé des usages de ouf, mais enfin, tu as quand même voulu tester un paquet de choses. Toi, comment tu te situes par rapport aux usages de lunettes connectées? Déjà, en fait, par des lunettes connectées, j'en vois déjà plus un avantage par rapport à une montre, parce que justement, on l'a tout le temps devant l'œil. On n'a pas besoin de forcément bouger dans tous les sens pour que ça marche. Il y a des commandes vocales, donc déjà, c'est un produit qui m'intéressait beaucoup plus à la base. En termes d'usage que j'ai trouvé, je suis sur la même longueur d'onde qu'Alain. Pour l'instant, c'est encore un produit qui est en développement, et donc forcément, en recherche, il y a encore... c'est pas quelque chose qu'on va utiliser 24 heures sur 24. De toute manière, la batterie, elle vous le permettra absolument pas. Ça tient combien de temps, effectivement? Pour faire un hangout, ça dure 45 minutes, et après, il n'y a plus de batterie. À titre de comparaison, c'est une batterie de 600 mAh, sachant que sur les téléphones, c'est à peu près 3000. Donc il y a vraiment une très très grosse différence là-dessus. Et en termes d'usage, vu qu'il y a très peu d'autonomie, l'écran, du moins le prisme, va très souvent être éteint pour justement essayer d'économiser de la batterie, mais ça permet également de ne pas être dérangé quand on les utilise justement. Et il me semble que tu es allé faire un tour, il y a eu un hackathon dernièrement,
de développement pour les Google Glasses. Il me semble que tu es allé faire un tour. De quelles applications, qu'est-ce qu'on a essayé de développer comme usage avec les applications qui ont été faites? Ouais, donc ça s'appelait le Glass Camp, il y avait 5 projets. Donc le premier c'était Bike Finder. En fait, l'idée c'est que quand on loue un vélo type Vélib, c'est parfois difficile de se retrouver jusqu'à la prochaine borne. Et en fait, c'est une application qui va aider à y accéder plus facilement. Il y a également un chrono qui permet de dire attention, tu es presque à la fin de ton temps de location. Donc c'est tout un usage autour de la location de vélo, et ça, je trouve ça particulièrement pertinent. Il y a encore d'autres projets, genre Justement, je te coupe, et j'en profite pour lancer une petite vidéo, puisqu'on était évidemment à ce Glass Camp, et on a tourné une petite vidéo d'interview d'un des cofondateurs de cet événement, qui nous présente les différents projets. Le premier, c'est Beer Goggles, qui permet en fait de faire un tracking du nombre de bières ou du nombre d'alcool finalement qu'on consomme pendant sa soirée avec ses Google Glass, et finalement d'activer via ses réseaux sociaux ou via, on va dire, une interface web, d'appeler finalement ses amis et dire attention, tu bois trop, et qui vont pouvoir intervenir. Deuxième projet, Unplug. Unplug, en fait, c'est objet connecté. L'idée, c'était de connecter, du coup, les lunettes connectées avec des objets connectés qui sont les prises commandées, mais pas que, parce qu'ils ont aussi connecté des télécommandes. Donc, leur objectif à eux, c'est avec les glaces de pouvoir allumer des objets dans la maison. Allumer, éteindre, potentiellement contrôler la température, thermostat, etc. à plus long terme. Ce qu'on appelle la domotique. La domotique, exactement. Ensuite, Bike Finder. Qui est un projet en fait intéressant parce que c'est pile dans les usages, c'est-à-dire je suis en train de conduire un Vélib, j'ai besoin de trouver une place de Vélib et j'en trouve pas. Les glaces sur le nez avec une commande vocale, c'est en train de le faire. A priori, il sera possible directement d'indiquer où la place est libre, où se rendre, et d'avoir la géolocalisation, la navigation finalement présente aujourd'hui dans Android. Choose for Me. En fait, c'est une application qui te permet de faire un sondage auprès de tes amis en temps réel quand t'hésites. Donc, c'est pratique. T'as tes 2 chaussures, tu prends ton smartphone, t'es bien. T'as 2 robes. Là, tu fais ça. Ok, je choisis lequel, quoi. Et en une commande, en fait, t'as les résultats qui apparaissent direct et tu continues ton shopping. Et normalement, t'as tes avis de tes amis qui vont apparaître directement sur tes glaces. Et donc ça limite, encore une fois, on est toujours dans ce même truc de la fracture entre le monde digital et le monde réel. Et bah les glaces, ça les réduit, ça les efface pas complètement, ça les réduit. Le dernier projet, Glass Memories, on a dans un moment donné, on va prendre une photo. Donc Glass Memories va renvoyer des photos qui sont des mémoires, en fait, des souvenirs. Et je prends une photo, je la poste à Glass Memories, et Glass Memories va me renvoyer des photos que j'ai prises il y a 6 mois, 7 mois, 8 mois, qui va ressortir finalement des photos qu'on va pas consulter en fait normalement. Et ces photos-là finalement qui sont des mémoires, normalement des événements on va dire chaleureux, et bah normalement il est possible de les partager avec ses contacts. Dire tu te souviens cet endroit-là sur cette plage, c'était sympa. Donc du coup, on a vu, on a entendu David Henry parler de 5 applications qui ont été développées pour ce Glass Camp. Toi, Alain, est-ce que tu trouves que c'est des usages pertinents, ce qui s'est passé, ce qui a été développé pendant ce Glass Camp? D'abord, je trouve que c'est une très bonne idée d'essayer de réfléchir à de nouveaux usages. Le fait de se réunir et de discuter de ce qu'on va pouvoir faire avec, c'est d'ailleurs ce que cherche Google via le programme Glass Explorer, puisque l'idée derrière, c'était de permettre à des gens de réfléchir, de tester et d'apporter du feedback à Google. On a une technologie, qu'est-ce qu'on en fait finalement? C'est ça. Moi, je trouve ça cool l'idée de compter des bières, mais il faudrait aller plus loin, il faudrait qu'on n'ait pas besoin de les saisir, entre guillemets. Il faudrait que ça soit carrément de la reconnaissance. Oui, mais là aussi, je crois qu'il faut quand même faire attention. On parle d'usage, et on réfléchit à comment on va faire. Je pense qu'il est un petit peu tôt pour faire un hackathon aujourd'hui, puisqu'il n'y a encore personne qui sait développer sur les glaces. Ouais. Alors, j'ai aucun doute que d'ici quelques mois, on aura plus, on saura plus, et surtout, on aura peut-être même le GDK officiel de sortie. Mais en attendant, voire même des Google Glass en libre achat en Europe. Oui. Peut-être même, on peut rêver. Mais en attendant, on peut y réfléchir effectivement et se dire tel ou tel sujet peut être intéressant, même s'il n'adresse qu'une toute petite partie de la population. L'idée est quand même intéressante. Et toi, qu'est-ce qui te semblerait pertinent comme usage sur ce type de lunettes qui n'existe pas encore en termes d'application?
Il y a plusieurs grosses catégories qui viennent à l'esprit. Tout ce qui est, par exemple, formation. Par exemple, la cuisine ou des cours un peu plus magistraux de mathématiques. On s'est rendu compte que c'était plus efficace. Tous les usages où on n'a pas forcément les mains disponibles. Exactement. On s'est rendu compte que c'était plus efficace de filmer ses cours en vue personnelle et en voyant ce que la personne fait avec ses mains qu'un simple cours magistral au tableau. Et je pense que pour ça, notamment, les glaces vont être révolutionnaires. On a le domaine des handicapés aussi. Moi, j'avais vu une application où ça projetait dans ce genre de lunettes des sous-titres dans les cinémas. Connectés avec le film, et donc les personnes dans le cinéma n'ont pas les sous-titres, mais les glaces affichent les sous-titres. Oui, alors ça c'est tout à fait, c'est une autre catégorie d'application qu'on appelle le deuxième écran, que l'on retrouve de plus en plus même dans les jeux par exemple, pour lesquels effectivement l'utilisation des glaces va être à mon avis énorme dans les années qui viennent. Il y a aussi la catégorie des applications qui sont liées au transport. Je crois que, Edouard, toi, tu aimais bien l'idée du Bike Finder, pardon, excusez-moi. Oui, tout à fait, parce que c'est la même chose pour le Google Maps qui est intégré, c'est que ça permet justement d'avoir un GPS sur lequel on n'est pas obligé de tourner la tête pour avoir les directions à suivre. Et en fait, Alain le disait dans ses confs qu'il fait pour le Paris Glass User Group, en fait, à chaque fois qu'il y a un changement de direction, c'est à ce moment-là que le prisme va se rallumer en disant « c'est l'information ». Après, on n'est absolument pas dérangé quand on conduit. Donc au final, les glaces, c'est à la limite même meilleur qu'un GPS classique parce qu'on n'est vraiment pas dérangé quand on conduit. Et mais d'ailleurs, je crois que tu aimes bien, toi, mettre tes lunettes dans les transports. Plus trop, on va dire, parce que les gens me regardent extrêmement bizarrement. Et vu le prix que ça coûte, donc pour rappel, c'est 1 500 $ juste la paire de lunettes sans compter le rapatriement, j'ai pas vraiment envie de me les faire piquer aussi rapidement. Mais j'avais vu, tu parlais de conduire et de conduire avec, il y avait quand même une grosse polémique aux États-Unis. Sur le fait de conduire avec, non? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est fait condamner sur le fait de conduire avec? Traduit en justice. Ouais. Et acquitté, au final. Au final, oui. Alors en fait, pour le coup, c'est l'une des premières expériences que moi j'ai eues des Google Glass, c'était effectivement de conduire avec. Et c'est ce que Edouard décrivait, le côté GPS, j'ai trouvé ça fabuleux, parce que j'avais l'habitude quand je voyageais d'avoir mon téléphone à côté de moi et de faire le GPS sur mon téléphone et de passer mon temps à me retourner vers le téléphone. Avec les glaces, plus besoin. Et pour ce qui est de la personne en question, effectivement, non seulement elle a été acquittée, mais il faut quand même garder à l'esprit que ça fait beaucoup de buzz quand on a entendu parler, mais que la personne en question, roulait trop vite, et 2, avait mal positionné ses glaces et que les glaces étaient en fait sur son champ de vision. On est censé porter les glaces un petit peu au-dessus du champ de vision. Effectivement, si vous les portez sur le champ de vision, ça devient beaucoup plus gênant. Ça devient plus gênant. Parce que ce n'est pas de vraies lunettes de réalité augmentée au sens traditionnel. Ça apporte une information contextuelle dans le, mais au-dessus, enfin, dans le champ périphérique. Mais au-dessus. Exactement. Et bien justement, Edouard nous a cherché quelques petits projets qui prennent des angles complètement différents. Ouais, tout à fait. Alors sur Kickstarter et Indiegogo en ce moment, on peut baker sur ce qu'on appelle l'Avegan Glyph, qui est en fait une sorte de casque audio c'est à la même forme que ce qu'on on peut acheter dans le commerce actuellement, mais en fait on peut descendre, rabattre la anse devant ses yeux et on aura alors en fait une sorte de petit cinéma personnel. La particularité, c'est qu'en fait, on connecte un HDMI dessus et on peut afficher n'importe quelle source, donc que ce soit une console, que ce soit votre téléphone Android, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Ça fait d'ailleurs penser à ce que Sony propose. Oui, un peu le visiocasque. Voilà, et la référence, c'est HMZ-T3W. Que personne je suis allé ne la chercher. Ça a été présenté au CES parce que c'est la 3e itération. Ouais. C'est grosso modo la même chose. Contrairement à Sony, il faut savoir que le son, vu que c'est un casque audio plus ou moins détourné, il n'y a pas besoin d'avoir des écouteurs en plus, alors que sur le modèle de Sony, il faut les avoir en plus, donc ça fait vraiment beaucoup de fils autour de sa tête. Ce projet, il coûte 499 $ sur Kickstarter. Le deuxième projet que j'ai, il s'appelle Aterone, et là c'est des lunettes classiques, où ça va être tout le champ de vision. Cette fois-ci, ça va être une expérience à nouveau très différente parce que en fait, on va connecter son téléphone dessus en micro USB. Alors pour ceux qui ne savent pas, les Google Glass, elles sont connectées au téléphone en Bluetooth. Alors pourquoi en micro USB ces Aterone ?
Mais tout simplement parce qu'on va avoir accès à la même interface que sur son téléphone ou sa tablette, et on va pouvoir interagir dessus avec ses mains. On va choisir les éléments en bougeant, en faisant tiens, je veux choisir ceci ou ceci. Donc ça aussi c'est assez sympa. Ça coûte aussi $499 sur Indiegogo. Ça a l'air plutôt cool. Par contre, je suis pas convaincu qu'on ait l'air très intelligent en train d'être comme ça dans la rue. Mais ça, c'est perso. Il y a aussi le modèle de PO. Pas très moi j'ai décidé de lancer mon propre projet. Alors sur Kickstarter, ils m'ont jeté, sur Indiegogo, ils m'ont jeté, mais voilà, c'est des super lunettes. Lunettes intelligentes parce qu'en fait, elles ont l'air plus intelligentes que moi avec. T'as l'air smart. Et ben justement, effectivement, je reviens sur ce que dit Edouard, on a effectivement plusieurs entreprises qui bossent depuis finalement assez longtemps sur ce sujet-là. Google a trouvé la bonne façon et effectivement, ils ont cette capacité marketing de propulser ce sujet-là au devant de la scène, mais on a pas mal de boîtes qui travaillent depuis quelques temps, depuis de temps en temps même des dizaines d'années sur ce sujet-là. En fait, c'est tout ce qui est wearable computing, donc le prêt-à-porter connecté. Le prêt-à-porter connecté. On a plusieurs technologies. On a effectivement, comme le disait Edouard, quelque chose des casques qui sont vraiment immersifs et qui sont plutôt faits pour le jeu ou le home cinéma. On a des technologies qui sont, donc ça c'est l'immersif. On a aussi des technologies qui sont plus proches du qu'on appelle see-through, donc pour voir à travers. Et cette fois-ci, ça va être des verres et l'écran va être projeté à l'intérieur des verres. Ouais, c'est ce que j'appelle la vraie réalité augmentée, parce qu'on a vraiment une projection sur ce qu'on voit. Alors ça, c'est pas encore prêt. Il y a le problème du focus de l'œil, c'est-à-dire que aujourd'hui, l'image que l'on voit grâce aux lunettes, quelles qu'elles soient, elle est projetée pour les glaces, on a l'impression d'avoir un écran peut-être à 1 mètre, 3-4 mètres. 3-4 mètres, ou de temps en temps, et on a vu aussi des lunettes qui donnaient l'impression que l'écran était beaucoup plus près. Mais la vraie difficulté qu'on va avoir dans le futur, c'est si on veut superposer l'image à un objet, et donc ne pas fatiguer les yeux, ça va être de changer la profondeur où s'affiche l'écran, et ainsi pouvoir... Typiquement, pouvoir avoir une indication sur un bâtiment, tout en ayant une indication, par exemple, sur le téléphone qu'on tient à la main, ou un objet beaucoup plus proche, sa tasse de café ou quelque chose. C'est ça que tu veux dire? Voilà, la vraie réalité augmentée. Moi, je trouverais ça cool, la vraie réalité augmentée. Mais on parlait, je pense, c'est Alain qui parlait tout à l'heure, avant qu'on débute l'émission. Je vais enlever mon serre-tête, si vous me permettez. C'est mignon, mais c'est un petit peu, ça me gratte en plus. Tu nous parlais d'une boîte qui faisait de la projection rétinienne. Oui, alors ça remonte un petit peu, mais j'ai vécu dans la Silicon Valley pendant une dizaine d'années et j'ai croisé il y a maintenant au moins 10 ans une start-up, dont je ne me souviens plus le nom, dont le principe était effectivement de projeter directement dans la rétine un écran d'ordinateur. Pas très grande résolution, mais c'était le principe. Et c'est assez impressionnant quand même. Mais je crois que même d'un point de vue, même si ça fonctionne bien et même si c'est pas dangereux, ce qui pour le coup on n'était pas tout à fait sûr à l'époque, je pense que les gens seraient réfractaires en fait au fait de se dire c'est projeté directement dans leur rétine. Ils auraient peur de se faire mal tout simplement, ou que qu'au bout d'un certain temps, déjà qu'avec les glaces, certaines personnes se posent des questions. Est-ce que ça fait pas si je fais du vélo avec, que je tombe, ça me rentre dans les yeux, effectivement. Oui, ça peut être dangereux, mais bon après, tout dépend de l'utilisation que l'on en fait. On aurait les mêmes problèmes avec des lunettes de vue aussi. Exactement. Et justement, d'ailleurs, en parlant de lunettes de vue, donc la première version que tu as sur le nez actuellement, elle n'est pas compatible avec des verres correcteurs, mais la deuxième version, elle l'est, c'est ça. Alors, c'est d'Edouard. Tout à fait. En fait, ce qui se passe, c'est que la nouvelle version, la version 2 des Google Glass, a été légèrement modifiée pour permettre de clipser facilement des verres correcteurs qui vont être fabriqués aux États-Unis. On pouvait déjà un peu le faire sur la version 1, mais ça ne marchait pas très bien. Et donc la version 2, peut-être on peut voir sur Edouard, on le voit au niveau de l'écart des montants métalliques à l'avant. Va permettre de clipser directement des verres correcteurs. Des verres correcteurs ou des verres sans... Des verres solaires peut-être. Ou des verres solaires ou n'importe quel type de verre effectivement. D'ailleurs on a les shades solaires fournis avec la V2.
Niveau sport, est-ce que les Google Glass, c'est quelque chose qui se marie bien au sport, à ton avis, Alain? C'est énorme, c'est énorme. Pour une raison très simple. En fait, même si je bouge beaucoup la tête, je ne peux pas le faire ici, mais elle reste très, très, très stable. Okay. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que pour ce qui est d'aller faire du vélo, d'aller courir, Et etc., on arrive à se concentrer en mouvement sur le petit écran? encore une fois, étant donné la stabilité, le fait que l'écran est toujours au même endroit, même quand on bouge, on arrive à lire, on arrive à faire un certain nombre de choses. Plus récemment, des joueurs de NBA, je crois, de Sacramento, ont joué un peu avec des glaces sur le nez pour donner une autre expérience. C'est-à-dire en fait en filmant à travers les glaces, ce qui est assez prodigieux. J'ai même vu une vidéo de quelqu'un qui les portait pendant un match de hockey. Et ayant moi-même joué au hockey, je peux confirmer que sincèrement la vidéo était incroyablement stable. La vidéo qu'il a tournée avec les glaces était incroyablement stable, alors qu'en hockey on se fait balade quand même régulièrement. Et le moindre changement de direction de toute façon joue sur la stabilité. Donc, Et j'ai vu récemment le prototype d'une application. Le nom c'est quelque chose comme Challenge Yourself, qui tourne sur les glaces et dont l'objectif c'est de vous motiver, par exemple pour aller courir. C'est-à-dire que ce que ça fait, ça non seulement indique un certain nombre d'informations comme la carte, à quelle vitesse vous allez, depuis combien de temps vous courez, mais ça vient rajouter une espèce de réalité augmentée, par exemple des monstres qui vous courent après, ou des portes par lesquelles il faut passer, ou des petits challenges. Et j'ai trouvé l'idée très originale parce qu'effectivement, courir, c'est pas toujours marrant pour tout le monde, mais surtout courir avec un côté ludique. Surtout quand on court tout seul, on pourrait projeter aussi ce qu'on appelle un lapin, c'est-à-dire quelqu'un qui court devant. Exactement. Plus vite que nous et qui peut donc justement nous encourager, quelqu'un ou quelqu'une. Enfin, Pardon. C'était notre introduction au Google Glass. On traitera probablement encore le sujet dans un prochain Androtech. On passe maintenant au test de la semaine. Le test de la semaine, c'est le Sony Xperia Z1 Compact. C'est lui, le Xperia Z1 Compact rose. Alors le Xperia Z1 Compact, on en a beaucoup parlé au CES. Forcément, il y avait très peu de smartphones qui ont été annoncés et il y en avait un seul chez Sony, donc cet appareil. On le connaissait déjà puisque c'était en fait la version internationale du Z1 F. Est-ce qu'on peut le voir? Alors, on peut l'allumer. Hop, pardon. Le Z1 F, donc, qui a été annoncé au Japon et lancé en fin d'année. On ne l'appelle pas mini parce que d'habitude, voilà, si on met en contexte, les mini, c'est des déclinaisons de smartphones haut de gamme qu'on retrouve avec des caractéristiques un petit peu au rabais. Donc c'est toujours un peu gênant de reprendre un Galaxy S4 par exemple en version mini qui sera un petit peu moins bon. Là, l'idée, c'est d'avoir les caractéristiques du Z1, mais en version compacte, c'est-à-dire dans une version qui tient dans la main et dans la poche d'ailleurs, ce qui n'est pas forcément le cas des smartphones haut de gamme. Il faut bien se dire qu'actuellement, un haut de gamme, ça fait 5 pouces minimum. 5 pouces, c'est beaucoup, ça ne correspond pas à tout le monde, et il y a des gens d'ailleurs qui se tournent vers l'iPhone juste pour ça. Juste pour une histoire de téléphone qui ne tient pas dans la main. Pas forcément pour le système d'exploitation, pardon aux gens qui adorent Apple, mais aussi parce que le format fait que 4 pouces, c'est pratique. Alors là, si on en revient au téléphone, on a un smartphone de 4,3 pouces qui tient bien dans la main, avec à l'intérieur un Snapdragon 800 comme dans le Z1 normal. Donc un super processeur. Voilà, le dernier de Qualcomm. On a 2 Go de RAM, on a 16 Go de mémoire de stockage, un port micro SD qui est sur le côté ici. Toujours cette certification IP58 qui fait qu'il résiste à l'eau pendant 1 heure et qu'on peut le plonger dans donc une vraie étanchéité. Voilà, sans port. On pourrait mesurer les bières en le plongeant. Enfin, c'est une idée. Alors, je crois qu'il résiste à l'eau. On n'a pas de cache sur la prise jack, donc ça c'est plutôt pratique quand on écoute de la musique. Et le capteur photo à l'arrière, j'en perds mon oreillette, de 20 mégapixels, donc le même que sur le Z1 classique. Donc voilà pour les similarités. Pour les différences maintenant. Il y en a quand même. L'écran, donc il est moins grand de 4,3 pouces, mais il est aussi un tout petit peu moins haut en définition. C'est de la HD au lieu de la Full HD. Mais sur cette diagonale, finalement, on n'a pas forcément besoin. En fait, c'est la même densité. Ouais, quasiment. On est super haut. On est à, je ne l'ai plus en tête, mais on est vraiment très haut. On va avoir une batterie un petit peu moins grosse. Au lieu de 3000 mAh, on en a 2300. Mais l'écran étant HD,
on consomme moins d'énergie. Là encore, Fallait quand on a même une caser tout équivalence. ça à l'intérieur. Donc il est un tout petit peu plus épais, il fait 9,5 mm au lieu de 8,5. Bon, honnêtement, quand on l'a dans la main, ça change on fait pas trop la grand-chose. différence. Mais on garde quand même exactement le C'est la même même design que le conception Z1. aussi avec le châssis en métal, l'arrière en verre. Et l'avant d'ailleurs qui se raye un peu, je l'ai déjà rayé, pardon Sony. Et on va avoir exactement le même design, mais dans un format plus petit. Donc ça c'est une très bonne idée de la part de Sony. Il sera disponible. Février, donc vraiment début février, les livraisons arrivent à 549 € en version hors opérateur. Normalement il sera dispo chez à peu près tout le monde en pack. En jaune, en blanc et en noir. En rose et noir, blanc, jaune, rose, oui c'est ça. Donc pour le Z1, on avait trois couleurs. On avait le blanc, blanc, le- noir et le fameux violet qu'on avait sur le Violet. Z. Donc là, on ne Z retrouve standard. pas le violet, mais on Non. a des couleurs un petit peu plus C'est flashy. flashy là, on s'adresse quand même à une cible assez jeune, je pense. Féminine, on ne peut pas dire le contraire avec celui-ci, mais jeune quand Je même. comprends pas. Certains voulaient que le test, je ne suis pas sûre qu'ils soient convaincus. Il me l'a laissé. Mais ceci dit, moi qui ne suis pas fan du rose, ils ont choisi des belles couleurs qui sont franches et ça passe bien. Franchement, c'est bien réussi pour le côté coloré. C'est un rose assumé, quoi. Ouais. Le, Ah oui. le jaune aussi est bien pétant. Ouais, c'est le jaune lime, donc jaune un peu vert. Il est joli aussi. Bon, après, on aime, on n'aime pas, mais c'est réussi. Bon alors, qu'est-ce que ceux qui l'ont eu entre les mains, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Alors moi, je l'ai pas spécialement eu entre les mains, mais je trouve ça intéressant à noter que on n'a jamais eu autant de rumeurs sur un iPhone grand, pouces, grand voilà. écran, et en même temps, on n'a jamais eu autant, ou du moins pas jamais, mais ça fait quelque temps que plusieurs marques commencent à justement proposer des smartphones Android à écran réduit, et on a un peu l'impression que c'est le chat et la souris à ce niveau-là. ouais, les tendances s'inversent et ça commence à s'équilibrer Ils un savent petit peu. plus dans quelle direction partir. Hein. D'un côté, tout le monde grandit. On a des smartphones qui Ouais, aussi. les phablettes, on- c'était vraiment, on essaie de nous c'était vraiment convaincre. 2013. Quoi. Non mais Sony a fait l'erreur aussi, hein, parce que Sony nous a proposé un Xperia Z Ultra il y a quelques mois. La raquette 6,4 de ping-pong, moi c'est comme ça que je le sens. pouces, mes enfants, ça ne rentre pas dans une poche. On nous a dit à la présentation, ça fait la taille d'un passeport, ça rentre dans votre poche. Bon, moi j'ai pas les mêmes On a pas vestes que tous les le même autres. On a pas le même passeport, je crois. Donc il est très cool, mais il reste vachement grand. Et d'ailleurs, Sony l'a sorti au Japon en version Wi-Fi seulement, ce qui signifie qu'ils ont fait de la phablette téléphone une tablette. Une tablette. Et En au plus, contraire, une en même petite temps, tablette. on nous sort celui-ci, ce qui prouve bien qu'il y a une tendance quand même à revenir à des formats un peu plus compacts et un peu plus transportables. Mais en gardant, par contre, du haut de gamme. C'est ça la nouveauté, hein. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas choisi le nom Mini, pour ne pas sous-entendre cette tendance à mettre le processeur de la gamme en Bah, dessous. effectivement, quand on parlait de Samsung et du S4 C'est et pas du Samsung S4 particulièrement Mini, d'ailleurs, hein. HTC effectivement. fait pareil, toutes les marques Par font ça. exemple, hein. effectivement, mais on avait un mini beaucoup trop diminué, alors que là, C'était bien, mais moins bien. moi je trouve que ce qui est super, je trouve, c'est le Voilà, il y a c'est le 20 Il n'y mégapixels. a pas de compromis sur le hardware embarqué, quoi. Voilà, Bah, de et toute façon, notamment sur l'appareil photo qui est quand même On a le excellent, même. quoi. Alors, il a certainement les mêmes défauts de jeunesse qu'avait eu le Z1 premier du nom. Mais il donne de bons résultats. Alors, Edouard va nous montrer des photos que j'ai prises ce week-end en même temps, un petit peu plus tard. On a des beaux résultats. Pour un smartphone de cette taille, de toute façon, on n'en a jamais d'aussi beau. Ça, c'est une certitude. Alors, il n'est pas tout à fait donné, mais il reste moins cher qu'un très haut de gamme. Edouard, tu Oui, voulais... alors voilà ce que j'ai mangé samedi. Par Tu rapport manges à la pas très photo, équilibré, il faut savoir un truc, c'est que Sony a toujours tendance à mettre ses capteurs dans le coin. Oui, Et alors c'est ça, on a valable tendance à mettre sur le doigt celui-là dessus. aussi. Et donc forcément, quand on va tenir le téléphone, les chances qu'on mette ses doigts sur les photos sont très élevées. Alors, comme Et ça, on a c'est moins de dommage. mal à le saisir qu'un grand téléphone, on s'y prend mieux, donc on met moins le doigt dessus, mais effectivement, il est très très au bord. C'est un peu dangereux, donc il faut s'habituer. Par contre, il y a un déclencheur sur le côté, c'est pas mal ça. Donc on l'a sur le côté ici à utiliser. Après, c'est pas le seul à mettre le capteur au bord, mais c'est vrai que c'est très au bord chez Sony. Ouais, c'est vrai. Parce que, bon, moi, même sur le Nexus 5, feu mon Nexus 5, mais bon, j'ai tendance à mettre les doigts devant alors que c'est déjà moins près du bord. Hein. Oui, mais moi aussi, hein, je me plante toujours là-dessus. D'ailleurs, on voit les traces de doigts dessus, donc je l'ai Mais- déjà fait. Edouard était particulièrement fan de la couleur, je crois. Du quoi, du rose? Ouais. Du rose. Non. Rose. Non, par contre, ce que j'ai remarqué sur ce téléphone, c'est que Sony veut faire un produit haut de gamme et ça se sent en fait quand on prend le produit en main, il est quand même plus lourd. Moi,
Moi j'ai un Nexus 5 et l'impression qu'il est quand même un peu Alors plus... pourquoi il est plus lourd? Il pèse 137 grammes si je ne dis pas de bêtises. C'est pas beaucoup C'est moins que le Z exactement qui fait 169 grammes. Donc c'est pas grand chose de moins. Ceci dit, on a toujours la conception en verre avec le châssis en métal à l'intérieur. Qui forcément Alors ça apporte c'est une cool parce que impression c'est super agréable en termes de qualité. Solidité, oui. Après, je ne l'ai pas fait tomber, je ne vais pas essayer. Ceci dit, j'ai toujours la même réserve que sur le Z, il se raye. Voilà, Et quand on a un je ne téléphone précise pas tout trop en ce qu'ils verre mettent et dessus, mais il se raye. Et quand on moi, a un j'ai- téléphone tout en verre qui justement joue sur cet aspect de matière noble Ouais. quelque part, c'est dommage C'est un d'avoir petit- une c'est surface pas un des peu grosses fragile. rayures, mais il y a des petites micro-rayures qui se font assez vite. Bon, voilà, je l'ai laissé Est-ce que traîner ça dans mon gêne sac. vraiment sur l'affichage? Non, ça gêne pas. C'est juste qu'en regardant, on dit ah zut, j'ai déjà rayé, ça fait pas longtemps que je l'ai. Bon. Mais à l'arrière, ça se voit pas parce que la couleur fait que ça devient beaucoup plus discret. Qu'est-ce qu'il donne en termes d'autonomie? Pas mal, pas mal. Il tient bien sa journée. Faut que je le vois. Si, il a une encore. batterie plus faible aussi. Bah oui, mais il a non un écran moins Important. avec une moins grosse définition et moins Ouais. grand. Si on utilise le mode stamina qui est encore présent, donc qui permet de désactiver des applications qui servent à rien la nuit, Toujours très efficace. faut le faire. Ce serait quand même idiot de laisser ça activer. On a quand même une batterie qui est plus grosse que sur un Galaxy S3 que j'avais il y a encore quelques mois. Et l'autonomie est vraiment bien. Il a été bien optimisé. Il a des super benchmarks qui dépassent même la plupart des autres avec un Snapdragon 800. J'ai joué à des jeux qui sont assez gourmands, ça laguait pas. Candy Crush. C'est mon voisin ça. Il y a une privée de joke en plus. Je sens la blague. Ah mais alors pas du tout. Non franchement il est très performant. Après on aime ou on n'aime pas le style Sony. Il y a leur interface maison, si on regarde un petit peu, voilà, il est comme ça. Est-ce qu'on peut Et revenir il y, sur... y a un petit truc sur l'interface, Ouais, c'est que je savais que t'allais vous en parler. savez que l'iPhone, en fait, sur l'écran, il y a les bords qui sont légèrement arrondis, c'est vraiment sur l'écran. Ben, en fait, Sony a repris exactement le même principe sur le bureau. En fait, si on regarde aux quatre coins, les bords sont légèrement arrondis. Ouais, Et en fait, ça n'a absolument aucun intérêt parce que vu que l'écran il est type LCD, c'est des pixels qui sont quand même éclairés et donc qui consomment à afficher rien. Je me dis, mais what the fuck, Sony? Voilà, alors C'est un peu c'est vrai dommage. que Mais- on peut râler. Bon après c'est pas beaucoup de pixels quand même, faut pas exagérer. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr que mais Laisse ça les apporte pop rien. tranquilles, laisse-les sur la banquise. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas pourquoi ils ont choisi ça. C'est pas pour Alors Je après, sais, c'est pour mais rester harmonisé avec ça fait le reste. partie aussi de la petite attention aux détails d'un produit haut de gamme. je Ouais, pense. enfin après, c'est pas joli quoi. Il y a les barres Dernier truc transparentes que je comme sur pourrais lui, Kit-Kat. lui reprocher, c'est que bah, comme les autres Sony de la gamme Xperia, il a tendance à avoir beaucoup d'espace en dessus et en dessous de l'écran. Et avec encore un petit peu d'effort, Sony pourra nous proposer quelque chose d'encore plus compact. Effectivement, les bords de l'écran sont... Voilà, en haut et en Les bas, bords de on le l'écran voit, sont toujours il y a très quand même pas importants. mal de place. Après, c'est pas gênant, hein, ça reste tout à fait compact, mais on pourrait le faire encore plus resserré. Revenons sur son positionnement. Un smartphone compact, haut de gamme, vous aimez ça? Moi j'aime bien, je me sers beaucoup de mon smartphone pour lire et écrire. Et en fait, plus la taille d'écran réduit, plus c'est difficile d'écrire sans faute. D'autant plus que je suis un petit peu dyslexique, évidemment, sur les écrans tactiles. C'est encore pire que sur les claviers tactiles, c'est encore pire que sur les claviers physiques. Donc moi, je suis très à l'aise sur les 5 pouces et je redescendrai pas, personnellement. Mais je comprends tout à fait que des gens puissent vouloir un écran beaucoup plus petit, un téléphone plus compact. Et moi, en fait, c'est un peu différent parce que je ne me sépare jamais de ma Nexus 7 deuxième génération. Et donc, pour le coup, avoir un téléphone qui fasse 4 pouces et demi ou 5 pouces, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Et je dois dire que ce genre de taille me convient tout à fait comme téléphone. Et d'ailleurs, ce qu'il faut savoir sur ce téléphone, c'est qu'il y a la même techno que sur les Nokia Lumia, c'est-à-dire qu'on peut utiliser des gants sur l'écran, et ça, c'est plutôt intelligent de la part de J'avoue que Sony. j'ai pas encore testé, mais là, en plus, c'est vraiment le moment de le faire. C'est vrai que c'est une bonne idée. On a un bel écran en plus, hein, il faut l'avouer. Moi, je pense que c'est une belle proposition. C'est un petit peu cher quand même si du haut de gamme, au-dessus de 500 €, ça n'est pas du tout choquant en soi. J'attends qu'il soit un petit peu en dessous de 500 € et je pense que ça vaut le coup d'y aller. C'était le Sony Xperia Z1 Compact. Comme chaque semaine, on vous a préparé une sélection d'applications et je commence par Laure.
Alors la mienne, c'est Floatifications, qu'on connaissait avant sous le nom de Floating Notifications. Donc ça se présente sous la forme de petites bulles, comme les chat heads de Facebook, que l'on peut définir pour un peu toutes les applications que l'on souhaite, dont celle d'Humanoid évidemment. Et donc ça va venir apporter les notifications des applications. Avec un petit aperçu sur un nombre de lignes qu'on voudra de chaque notification. Un double clic, ça les fait disparaître. On peut choisir la taille des petites bulles. On peut définir à peu près tout dessus. Je trouve ça super pratique puisque ça peut se superposer à ce qu'on veut, à ce qu'on fait dans le téléphone. Et ça évite d'abaisser la barre de notification qui devient très chargée quand on a plein d'applications. Et c'est pas gratuit. Edouard, t'en penses quoi de cette application? En fait, ça fait, je trouve ça pourri, mais ça c'est perso parce que je trouve justement que c'est dérangeant d'avoir tout le temps cette info. Mais c'est exactement la même chose que la ROM qui s'appelle Paranoid, sans avoir besoin justement d'avoir cette ROM. Donc c'est plutôt intelligent et bien fait. Le seul truc, c'est que l'application, elle est un tout petit peu en franglais, donc c'est parfois difficile de comprendre exactement les paramètres. C'était pas très dur à comprendre. Il n'y a plus qu'à espérer qu'elle s'améliore un petit peu. Ouais, et elle est gratuite pendant 15 jours et ensuite elle vaut 1,48 €. Voilà. Plutôt sympathique. Alain, ton application? Alors moi, mon application, c'est une application que j'utilise pas mal en ce moment. C'est en fait le jeu Ingress. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui vient de chez Google, qui mélange le réel et le virtuel. On reste dans le thème des Google Glass. Exactement, et d'ailleurs on réfléchit à porter le jeu sur les glaces, parce que les glaces s'y prêteraient énormément. L'idée c'est qu'en fait grâce au GPS, on est repéré sur la carte, et on doit aller à des points précis qui sont en fait des portails. Alors en général c'est des monuments par exemple, et il y a deux clans qui s'affrontent, qui divisent en fait la population des joueurs. Les bleus et les verts. Les bleus et les verts, les illuminés et les résistants. Toi t'es qui? Et moi je suis résistant, vive la résistance. Donc quand on installe l'application, il faut choisir son camp. Son camp exactement. Et en fait, le principe c'est d'aller hacker des portails pour récupérer des objets, de placer des tourelles de défense, de créer des liens entre ces portails pour essayer de couvrir une partie de la planète. Et donc j'ai entendu que la communauté était vraiment très importante et il y a même des meet-up Ingress. Exactement. Ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on fait connaissance avec des gens. Moi, ça m'est arrivé notamment en Italie de rencontrer quelqu'un. J'avais hacké un portail dans la ville où j'étais et je l'avais donc mis aux mains de la résistance. Et cette personne était résistante elle aussi, m'a contacté dessus et en fait, on a été boire un coup ensemble après, simplement parce que par proximité et grâce au GPS, on a réussi à se retrouver et à faire connaissance. Quand le virtuel rencontre le réel. Voilà, exactement. Superbe jeu qu'on conseille évidemment. Exactement, et puis surtout, encore une fois, le jour où on aura la version sur les glaces, ce sera encore mieux. C'est gratuit? C'est gratuit. Par contre, je ne sais pas si c'est sorti de bêta sur invitation. Si, c'est sorti en fin d'année, il me semble. D'accord, bah voilà. Effectivement, je crois qu'on avait fait la news. Pierre-Olivier, ton application? Waouh, ça fait genre des années qu'on m'a pas appelé comme ça, donc ça fait bizarre. Ça te stresse, hein? Ouais, on dirait que j'ai fait une bêtise, tu sais, quand ta mère, elle t'appelle par ton prénom complet et suivi du nom de famille. Moi, aujourd'hui, je voulais parler de Passwordbox. On a déjà parlé de ce genre d'application, mais je voulais prendre la chance d'en parler aujourd'hui parce qu'elle a été primée au CES 2014 comme meilleure application. Meilleure innovation dans la catégorie application. Donc Passwordbox, c'est un coffre-fort à mot de passe. C'est pour toutes les têtes en l'air de ce monde qui oublient systématiquement leur mot de passe. Donc typiquement Facebook, on se délogue extrêmement rarement, on le tape très peu. Quand on est délogué, on est complètement perdu. Il y a des gens comme ça. Pour ces gens-là, dont je fais parfois partie, Passwordbox, c'est donc une application qu'on protège avec un mot de passe dit maître et qui va permettre de stocker tous les mots de passe des services. Unique qui va déverrouiller les autres services web. Tout à fait. Voilà. C'est compatible avec n'importe quelle application? Tout à fait. Oui. Il y a des services qui sont déjà pré-rentrés, préconfigurés, mais on peut ajouter d'autres services, ou du moins peut-être que... Moi je suis dans le channel bêta et du coup je suis pas 100% sûr que la fonctionnalité est déjà dans la version de production,
Mais voilà, donc c'est plutôt cool, plutôt pratique pour les gens qui sont Moi, j'ai quand même tête en l'air. un petit bémol concernant De toute façon, toi, t'es jamais content avec les applications que je présente et j'en ai marre. Je le sais. Et donc, en fait, dans la première émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Gonzague avait présenté une application qui s'appelait Dashlane. Et elle était beaucoup plus pertinente parce qu'en fait, elle utilisait un clavier modifié et c'était lui qui remplaçait votre mot de passe à votre place. Alors que pour Passwordbox, il faut forcément utiliser le navigateur de cette application. Donc c'est dommage parce que Dashlane le fait beaucoup mieux pour le coup. Voilà. Je dois reconnaître que la méthode Dashlane est plutôt intéressante. N'empêche que eux, ils n'ont pas été primés au CS 2014. Ok. Ouais. Bah voilà, vous avez le choix donc. Édouard, t'as intérêt à ce que ton application soit géniale. Parce que moi, je la trouve déjà pourrie. Ben non, je peux vous dire qu'elle est déjà cool. Ça s'appelle Echo. C'est des Français qui ont fait ça. Ils l'ont développé pendant un Be My App. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est un Be My App, c'est un hackathon qui se déroule généralement sur un week-end. Et en fait, leur application, c'est un peu l'équivalent... Non, mais c'est pourri. Non, mais arrête. L'équivalent... Alors, vous savez qu'il y a Instagram pour la photo, il y a Vine pour la vidéo, et ben, il manquait l'équivalent pour le son. Et ben, maintenant, ce sera possible avec Echo. Donc c'est très simple, c'est une communauté dans laquelle on partage très facilement des sons de très courte durée, ils font 15 secondes. Et la particularité, comme sur Instagram ou Vine, c'est qu'on peut appliquer des filtres. Donc on peut s'amuser à modifier sa voix, faire à peu près n'importe quoi. Et aussi, élément qui est assez sympa, c'est qu'on peut mettre 3 pistes en même temps et donc faire un son assez personnalisé. Je trouve que le tout est très très bien orchestré, l'application est vraiment bien foutue. Il n'y a pas vraiment grand chose à redire, si ce n'est qu'il faut que vous l'utilisiez pour qu'il y ait un peu de la communauté. Oui, dessus. là c'est encore un petit peu mince à l'intérieur. Moi j'ai une question, est-ce que ça prend en compte des éléments géolocalisés ? Pas ce que je sache pour le moment. C'est juste en fait pour le moment, en fait, on va mettre ces vidéos dans des catégories et on va pouvoir les retrouver de cette manière. Est-ce qu'ils ont été primés au CES? Ça va, je te Tout en taquine. légèreté. Et toi, Baptiste, c'est quoi ton application? C'est Ouais. toujours un jeu, Baptiste, de toute façon. Ouais, je continue ma série. Mon petit jeu de la semaine s'appelle Petit Minky. jeu pourri. Alors oui, disons-le tout de suite, Édouard l'aime pas. Non. Mais moi je l'adore, les graphismes sont magnifiques. C'est un petit jeu, on incarne un petit chien qui se balade à travers des tableaux qui sont en fait des puzzles, et c'est un puzzle permanent. On a évidemment plein de... Voilà, il faut jouer avec On a plein de quoi? De nonos? C'est ça? Non, mais... Il faut jouer avec l'environnement pour faire avancer son petit chien. On peut déplacer des nuages, résoudre plein de petits puzzles différents. J'avais un vrai coup de cœur pour la musique et l'environnement sonore de l'application qui est vraiment super bien réalisé. Elle est gratuite, on a un petit peu d'achat in-app, mais qui n'est absolument pas obligatoire. Et ça, faut quand même le souligner. Et donc voilà, je vous invite à l'essayer. Moi, je suis un petit peu bloqué à un moment. À quel niveau? Je sais plus, c'est un peu au milieu. Un jour, il va falloir que tu nous expliques cette passion pour les petits jeux. Pourri. Le plateau. Parce que, ouais, non, mais chaque émission, c'est un petit jeu cool, un petit jeu qui aime bien. Et c'est toujours un petit jeu, on dirait que tu travailles jamais avec ton téléphone. J'ai un peu de transport, je crois. D'accord. Et j'aime bien me divertir dans les transports. Jusqu'à ce que tu te fasses pickpocketer ton téléphone comme PO, quoi. Ah, ça va, je voulais pas dire, ouais, je me suis fait pickpocketer mon Nexus 5, mais grâce à la fonction Android Device Manager, j'ai pu le bloquer. Merci d'avoir suivi cette émission. J'aimerais remercier les personnes présentes sur ce plateau. Laure, La semaine prochaine. Alain, À bientôt. Pierre-Olivier, Oubliez pas de baquer mon projet. Édouard en régie. Au revoir. Oh, le Robocop. J'aimerais remercier aussi notre producteur, Édouard Marquis, aux commandes de Tech.tv, une chaîne qui démarre fin février avec une dizaine d'émissions, sans oublier notre réalisateur, Olivier Rousseau. Merci à vous, youtubeurs et dailymotionneurs. Pour les autres, courez vous abonner dès maintenant aux chaînes Tech.tv et Frandroid. À très bientôt pour un prochain numéro d'Androtech.